18h05, je propose qu'on commence. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sébastien Vergès, je suis chirurgien ORL et au nom d'Anouchka Modestou, de Marie Minier, de Benjamin Vérel et de tout le comité ORL de l'IUCT Oncopole, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui a pour ambition ce soir de démystifier les cancers ORL. Les objectifs de notre réunion ce soir, c'est d'expliquer comment on peut éradiquer ces cancers, comment on peut les prévenir, comment faire en sorte d'éviter leur survenue, et aussi comment on peut mieux les guérir, c'est-à-dire augmenter les chances de guérison en facilitant leur détection précoce. Donc on va, pour commencer, présenter les facteurs de risque de ces maladies, puis ensuite vous présenter le spot institutionnel et discuter des signes qui doivent alerter et conduire au diagnostic. Et enfin, on terminera en présentant le parcours de nos patients une fois qu'une lésion est détectée et comment on va jusqu'au traitement et au suivi post-thérapeutique. Alors, je tiens à remercier Fleur de Lande et toute l'équipe de la com, remercier l'IUCT Oncopole de nous offrir cette tribune et de nous permettre de parler de cette campagne de sensibilisation. Il se trouve que depuis 11 ans, il y a une campagne européenne beaucoup moins célèbre qu'Octobre Rose, beaucoup moins célèbre que Movember, et qui pourtant existe en ORL et qui peine à je dirais, intéresser les médias et à toucher l'opinion publique comme on aimerait le faire. Et donc, ce spot devrait nous y aider, et ce type de conférence aussi. On espère que vous apprendrez des choses, on espère qu'on va échanger ensemble de façon à pouvoir prévenir et guérir ces cancers ORL. Je cède la parole tout de suite à Anouchka Modestou, notre première oratrice que vous connaissez, qui est radiothérapeute et qui va présenter les facteurs de risque associés à la survenue des cancers ORL et se focaliser sur un virus. Tu nous diras lequel. Merci Anouchka. Merci. Je vais attendre que le docteur Sarini s'installe. Donc, merci à tous d'être là. Merci à ceux qui sont connectés et qui nous écoutent. Je voudrais remercier le service de la communication de l'Oncopole et surtout Fleur de Lande pour l'implication qu'elle a eue dans cette mise en lumière des cancers ORL qui, comme l'a dit Sébastien, ont parfois un peu de peine à exister dans l'opinion publique par rapport à d'autres maladies. Et pourtant. Et on avait envie ce soir de vous transmettre certains messages aussi parce que vous travaillez pour cette institution et peut-être parce que l'idée, c'est de vous les approprier et de pouvoir les transmettre à votre tour aux personnes que vous pourriez voir autour de vous, aux membres de votre famille, à ceux qui pourraient être concernés par ce type de problématique. Alors en France, en gros, il faut retenir les chiffres, c'est 15 000 nouveaux cas par an, essentiellement une maladie qui touche l'homme, mais globalement dont l'incidence et la mortalité chez l'homme est en voie de diminution, ce qui n'est pas le cas chez la femme. Donc plutôt une maladie masculine, mais avec des courbes qui ont tendance un petit peu à s'équilibrer. La plupart de ces cancers, donc c'est des types histologiques qui sont le carcinome épidermoïde et qui sont liés à une intoxication éthylotabagique chronique. Donc, dans les facteurs pronostiques de survie de ces maladies, il y a essentiellement le stade de la maladie. Vous savez qu'on parle de classification TNM. Donc, les tumeurs de petit stade, globalement, ont des survies au-delà de 5 ans qui sont supérieures à 80%. Pour vous donner un ordre d'idée, les stades intermédiaires, c'est-à-dire les grosses tumeurs et ou avec atteinte ganglionnaire, ont une survie à 5 ans qui est autour de 50%. Et pour les patients qui sont diagnostiqués à un stade métastatique, leur survie à 5 ans est inférieure à 20%. Donc, le message qu'on voulait faire passer ce soir, c'est que le cancer ORL par rapport à d'autres cancers, typiquement, est un cancer qui est lié à des facteurs de risque qui sont bien identifiés. Donc, l'intoxication éthylotabagique chronique, et c'est le docteur Minier qui est notre addictologue et qui va développer l'impact de cette consommation et ces mesures de prise en charge. Et je vais donc vous parler de l'infection au papillomavirus humain. Essentiellement, donc, dans les cancers liés au papillomavirus, on retrouve cette infection notamment aux sous-types qui sont des sous-types dits à haut risque, qui sont les sous-types 16 et 18, et qui sont des infections qui touchent à la fois la sphère anogénitale et ou la sphère oropharyngée. Et globalement, nous, praticiens, ce qui nous interpelle toujours, c'est cette espèce de méconnaissance qu'il y a du grand public entre
la survenue de cancer de l'oropharynx et l'infection au papillomavirus. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des chiffres que j'ai trouvés sur le site e-cancer. Donc, on voit quand même que sur le cancer du col de l'utérus, on est à 2900 nouveaux cas par an, et sur les cancers de l'oropharynx, on est à 1700 cas. Donc ça, c'était une diapo qui datait de 2015. Donc on voit quand même que sur les chiffres du cancer de l'oropharynx liés au papillomavirus, on est sur des chiffres qui sont pas loin d'avoisiner ceux du col de l'utérus. Alors l'oropharynx, c'est quoi? Alors, j'ai même une petite... Ouais, super. L'oropharynx, c'est la partie qui est ici, en arrière de la cavité buccale, donc qui se compose du voile du palais, que vous voyez ici, des amygdales, que vous voyez là sur les côtés, et de la base de langue, donc c'est la partie la plus postérieure de la langue, et qui est aussi, qui peut être l'objet d'infections au papillomavirus. Donc globalement, l'incidence des cancers de l'oropharynx a dépassé aux États-Unis là en 2023 donc le nombre de nouveaux cas de cancer oropharyngés liés au papillomavirus aux États-Unis a dépassé en 2023 ceux du col de l'utérus. Donc c'est pour vous donner quand même cette problématique, l'impact de cette problématique. En France, on est quand même un pays d'éthyllotabagique, et la proportion des cancers de l'oropharynx liés au papillomavirus, c'est la moitié ou un peu moins de la moitié, pour que vous ayez un ordre de grandeur. Aux États-Unis, probablement que cette proportion est beaucoup, beaucoup plus importante. En pratique, 80% des personnes sont ou ont été exposées à une infection à un de ces papillomavirus à haut risque au cours de sa vie. Et la plupart du temps, donc cette infection, elle est totalement asymptomatique, et on la ressent pas, elle est sans conséquence, et le virus disparaît dans les 2 ans après l'infection. On peut avoir une infection de la muqueuse oropharyngée, on peut avoir une infection des muqueuses génitales, et en général, c'est une infection qui est totalement asymptomatique et qui est sans conséquence. Alors j'ai trouvé cette publication qui est sortie le mois dernier, qui a recherché la prévalence dans la population générale de ces papillomavirus à haut risque. Donc c'est une étude qui a été faite dans les cabinets de dentistes aux États-Unis sur 3000 personnes. Donc c'est considérable. Ils ont pris des expectorations de patients. Donc, c'est sur des prélèvements salivaires sur 3000 personnes, et c'est juste à un temps donné, c'est-à-dire au temps où on a fait le prélèvement. On ne peut pas savoir avant, on ne peut pas savoir après. Et il y a 4% de la population qui était porteuse à ce moment-là, dans les prélèvements salivaires, de ces papillomavirus à haut risque. Globalement, les facteurs de risque étaient ceux-ci: plutôt les hommes, plutôt en âge entre 50 et 60 ans, et le risque d'être porteur des virus dans le prélèvement augmentait avec le nombre de partenaires sexuels qu'ils avaient eu au cours de leur vie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le risque de cancer lié au papillomavirus, il augmente chez les patients fumeurs par rapport à ceux qui sont non-fumeurs. C'est-à-dire que globalement, on a quand même le sentiment que ceux qui ont été fumeurs ou ceux qui sont toujours fumeurs et qui contractent le papillomavirus, probablement il y a un cofacteur, une association entre cette infection et l'intoxication tabagique par rapport à ceux qui ne sont pas du tout fumeurs et qui ont pu être infectés par le virus. Alors, la biologie de ces cancers de l'oropharynx, donc globalement, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 80, l'incidence des cancers ORL, elle diminue dans les pays on va dire occidentaux, sauf les cancers de l'oropharynx. Et ça, cette augmentation du nombre de cancers de l'oropharynx, elle est liée à cette prévalence du papillomavirus. Alors, c'est un virus à ADN, et les sous-types à haut risque, donc on l'a dit, c'est les sous-types 16 et 18. En pratique, ils sécrètent une protéine qui va donc ils infectent la cellule
des muqueuses, après le contact au niveau des muqueuses, et ils vont donc se répliquer à l'intérieur de la cellule, sécréter une protéine, et cette protéine, elle va favoriser la transformation de la cellule infectée des muqueuses, donc anogénitales ou oropharyngées. Ça se fait chez très peu de patients, bien entendu. Il y a probablement des millions, voire des milliards d'êtres humains qui ont été ou qui sont porteurs, qui ont été infectés par ce virus, et un certain nombre d'entre eux vont transformer la cellule infectée, va se transformer en cellule prétumorale, précancéreuse, pardon, et probablement avec certains autres cofacteurs, peut-être l'âge, peut-être le tabac. En général, on considère que le temps entre l'infection du virus et le cancer, c'est entre 10 ans, 15 ans et 20 ans. Donc, il y a probablement d'autres cofacteurs qui font que la cellule infectée va se transformer. On fait le diagnostic on cherche en fait la présence d'ADN viral dans cette cellule par une technique qui s'appelle PCR, mais aussi on sait que ce cycle, la façon dont la cellule tumorale va fonctionner quand elle est infectée par le papillomavirus, elle va avoir une particularité, c'est qu'elle va exprimer une protéine du cycle cellulaire qui s'appelle P16. Et donc, c'est ce qu'on recherche au microscope une fois qu'on a fait des biopsies de ces tumeurs. Et quand il y a de la surexpression de ce marqueur pour les cancers de l'oropharynx, alors on en déduit que c'est un cancer qui est lié au papillomavirus. Et donc, pour terminer sur quelque chose quand même de positif, c'est que cette biologie un peu particulière, elle fait que ce sont quand même des tumeurs qu'on guérit très bien et qui sont particulièrement sensibles, notamment à la radiothérapie. Et donc ça, c'était ce message que je voulais vous montrer sur les premières études américaines où on a justement comparé ces patients. Donc ça, c'est des patients qui ont été traités par de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Ceux qui sont P16 positifs et la courbe du bas, c'est ceux qui sont P16 négatifs. Et donc, on voit que les patients qui ont un cancer de l'oropharynx lié au papillomavirus vivent 2 fois plus longtemps. La survie est 2 fois meilleure que les patients qui ont un cancer de l'oropharynx lié à l'alcool ou au tabac. Donc ça, c'est quand même le message pour vous dire, certes, on guérit les malades, mais au prix de radiothérapie, au prix de chimiothérapie, au prix de chirurgie. C'est des traitements qui sont lourds et on a quand même la capacité aujourd'hui d'éviter de voir ces patients arriver dans nos salles de consultation. En tout cas, on l'espère pendant quelques années. Donc, un message que je veux vous porter ce soir et que j'aimerais que vous portiez autour de vous, c'est le message autour de la vaccination. Il y a une réticence en France sur les vaccinations, et je pense que c'est très important que les personnes qui travaillent dans des structures médicales, hospitalières, des centres anticancéreux, portent ce message de réassurance, de dire voilà, ce qu'on peut voir. Donc ça, c'était des chiffres d'une étude australienne, c'est que le portage de l'HPV au niveau cervical, donc au niveau du col de l'utérus, chez les patientes âgées de 18 à 25 ans non vaccinées versus vaccinées, c'est 22% versus 1,5%. D'accord ? Le vaccin, il a longtemps eu l'AMM en France que pour les jeunes filles, ce qui a induit quand même un écart de vaccination énorme, puisque vous voyez qu'en France, 41% des jeunes filles sont vaccinées, ce qui est déjà pas suffisant, mais voilà, et on est à 8% des garçons, parce que l'AMM pour les garçons a été étendue en France à partir du 1er janvier 2021, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie, la Suisse, qui eux vaccinent toutes les jeunes gens, garçons ou filles. Donc l'AMM en France, c'est pour les filles et les garçons à partir de l'âge de 11 ans. Et il y a actuellement une campagne qui vise à donner accès dans les collèges à ces vaccins. Donc, c'est des équipes issues de centres de vaccination et qui viennent dans les établissements scolaires pour proposer le vaccin aux élèves de 5e. Donc, en pratique, le vaccin, c'est quoi? Actuellement, c'est le Gardasil 9 et c'est 2 injections pour les jeunes gens qui sont âgés entre 11 et 14 ans et 3 injections pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui sont âgés entre 15 et 19 ans. Donc, vous voyez, on a encore pas mal de chemin à faire, déjà pour que les jeunes garçons ne soient pas pénalisés et puissent avoir les mêmes chances que les filles, et puis aussi pour qu'on améliore la couverture vaccinale dans notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.
Merci, Alors, merci Anouchka, c'est très clair. Voilà une façon de prévenir les cancers ORL. Peut-être avons-nous des questions dans l'audience pour toi, Anouchka, sur l'HPV, son rôle dans la survenue des cancers de la gorge. Est-ce que vous avez fait vacciner vos enfants? Est-ce que les jeunes gens autour de vous sont vaccinés? Je vois tout le monde répondre oui. Il n'y a pas de réticence, il n'y a pas de questions par rapport à ce vaccin. Comment tu gères l'annonce à un patient que sa maladie en fait est liée à ce virus? Quand on est face à un patient qui ne fume pas, qui ne boit pas, quand tu es face à lui, éventuellement face au couple, comment tu abordes cette question de la contamination et de qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Alors, effectivement, moi, un des principaux messages sur lequel je m'appuie, c'est que souvent les contaminations ont lieu parfois plusieurs décennies avant. Donc, je pense qu'il faut sortir la problématique de la contamination de quelque chose qui viendrait abîmer le couple et dont le patient n'a pas forcément besoin, surtout dans le cadre d'une annonce d'une maladie de cancer. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que j'insiste quand même sur cet élément-là parce que c'est un tel élément pronostic, ça augmente tellement la survie des patients que je pense que c'est quand même, entre guillemets, je leur dis, c'est plutôt une bonne carte pour vous. Voilà. Et ensuite, l'autre message, c'est pour leurs partenaires féminins de dire, voilà, il n'y a pas d'urgence, mais possiblement, vous avez pu être porteuse. Donc, il faut quand même faire un point avec votre gynécologue, être sûr que vous soyez à jour au niveau des frottis. Il n'y a pas d'autres messages de plus à faire passer. Et faites vacciner vos enfants et les jeunes gens autour de vous. Voilà ce que je leur dis. J'ai encore une question. Est-ce que tu penses que on fait déjà ou qu'on va faire un traitement différent pour un patient qui a un cancer de l'amygdale uniquement provoqué par le virus versus un patient qui a un cancer de l'amygdale avec les autres facteurs de risque? Alors ça, c'est vers cela. Est-ce qu'on y est déjà? Est-ce qu'on y sera bientôt? Ça, c'est des discussions pas interminables, mais pas loin du vendredi après-midi en salle 303. Pour l'instant, non. Le traitement, il est le même. Après, ce sont des patients qui vont vivre quand même très longtemps. Donc, la question de la toxicité tardive, elle est vraiment majeure chez ces patients-là. Donc, on essaye au maximum, surtout si c'est des maladies assez localisées, d'avoir un traitement monomodal, donc soit chirurgical, soit la radiothérapie, avec éventuellement de la chimiothérapie associée, mais surtout d'éviter de leur associer la chirurgie et la radiothérapie, ce qui est vraiment alourdit la prise en charge et le risque de toxicité tardive. Et tu as très bien expliqué qu'il y avait un pronostic qui était meilleur pour ces patients, mais tu as aussi bien expliqué qu'en France, on avait quand même une population éthylotabagique dont la proportion était forte par rapport à l'Europe du Nord, par rapport aux États-Unis. Et au final, on a aussi des patients qui cumulent, qui sont à la fois HPV+, et qui sont aussi tabagiques et éthylotabagiques. Et donc, ça influence pas mal nos décisions. Finalement, nos patients, pour l'instant, on les traite de la même façon. Et tu as bien expliqué pourquoi. On ne va pas modifier la prise en charge. Pas d'autres questions? Donc, je vais laisser la parole à Marie Minier, qui est notre addictologue, et qui va vous parler de la consommation d'alcool, du tabac, de ses risques et des moyens aussi pour essayer de s'en sevrer. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Marie Minier, je suis médecin addictologue ici à l'Oncopole et je vais vous présenter donc 2 facteurs de risque évitables de cancer ORL qui sont le tabac et l'alcool, et après je vous parlerai de leur prise en charge en addicto. Alors le tabac, c'est le premier facteur de risque évitable de cancer. Si vous ajoutez l'alcool, là vous avez le combo gagnant, on va dire. Alors le tabac, il y a plusieurs façons de le consommer. Le plus communément, c'est les cigarettes, mais il faut aussi penser aux cigares, cigarios, la pipe, la chicha. Pour les fumeurs de cannabis, quand ils fument un joint, que ça soit avec de la résine ou de l'herbe, ils rajoutent du tabac à l'intérieur. Le snus, c'est quelque chose qui est pas légal en France, mais c'est pas parce que c'est pas légal qu'on ne le consomme pas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des petits sachets de tabac qu'on va venir placer entre la gencive et la joue et qu'on va laisser infuser entre 20 et 60 minutes. Et tout ça, c'est pourvoyeur de lésions de la cavité buccale. Et puis, on a aussi le tabac chauffé. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Peut-être que vous connaissez, ça s'appelle l'IQOS. Enfin, un des systèmes s'appelle l'IQOS. C'est un stick de tabac que l'on va placer dans un appareil qui va juste chauffer le tabac, qui ne va pas le brûler, mais c'est quand même pourvoyeur de
de lésions. Alors en France, on compte 12 millions de fumeurs quotidiens. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on les interroge, il y a 6 fumeurs sur 10 qui souhaitent arrêter de fumer. Alors, la nicotine, je voulais faire un point sur la nicotine parce que souvent, c'est quelque chose qui est ressenti comme les patients comme la chose qui pose problème, alors que non, c'est pas la nicotine. En fait, la nicotine, c'est pas cancérigène, mais c'est ce qui va rendre dépendant. Et pourquoi? Parce que la nicotine, elle stimule le système nerveux. Donc, en fait, elle va diminuer le stress, ça va avoir un effet stimulant. Et tout ça, ça va induire un renforcement positif et qui va entraîner la dépendance. Quand vous fumez, 8 secondes après, vous avez l'effet. Donc, on a un vrai effet shoot qui va entraîner une sensation de plaisir et de détente. Par rapport au tabac à rouler, je voulais aussi insister là-dessus. C'est quelque chose qui est considéré comme plus sain. Souvent, les patients l'utilisent parce que ça coûte moins cher qu'un paquet de tabac industriel. Mais en fait, c'est 4 fois plus nocif qu'une cigarette industrielle et ça contient 4 à 6 fois plus de nicotine. Donc, on est encore plus dépendant à la nicotine quand on fume du tabac à rouler. Alors, si ce n'est pas la nicotine qui pose problème, en fait, c'est la combustion. Parce que quand on brûle le tabac, on va inhaler du monoxyde de carbone et des goudrons. Je voulais juste vous donner une ordre de comparaison pour que ça soit un peu plus clair pour vous. La quantité de monoxyde de carbone qui est contenue dans la fumée inhalée, elle est supérieure à celle de l'air pollué dans les grandes villes. Donc, par rapport au goudron, c'est pareil, une image. Quand vous fumez un paquet de cigarettes par jour, vous avez 250 ml de goudron par an ingéré, donc c'est 2 pots de yaourt. Et quand vous fumez un paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans, c'est l'équivalent de 5 litres de goudron qui sont ingérés. Pareil, quand vous fumez je dis vous, mais il n'y a peut-être pas que des fumeurs, mais pour les patients qui fument, des cigarettes roulées, là aussi, il y a encore plus de goudron à l'intérieur et ils inhalent encore plus de monoxyde de carbone parce qu'en fait, dedans, le tabac est pas tassé et ils vont avoir tendance à aspirer beaucoup plus et ils vont allumer encore plus souvent leur cigarette puisque comme le tabac n'est pas assez tassé, la combustion ne va pas bien se faire, donc ils vont avoir tendance à rallumer leur cigarette. Et alors là, il y a une inhalation qui est encore plus importante. Alors, quelque chose d'important aussi, c'est la durée d'exposition. Un message qui est important à faire passer aux patients, c'est que ce n'est pas tant la quantité qui compte, mais c'est le nombre d'années pendant lequel les patients vont fumer. Donc, si on part sur 10 000 cigarettes fumées, donc il est bien plus dangereux de fumer une cigarette par jour pendant 27 ans que de fumer un paquet par jour pendant 15 mois. Donc, c'est vraiment le message à passer, c'est que on s'en fiche un peu de la quantité, mais ce qui est important, c'est le temps pendant lequel on va fumer dans sa vie. Donc, ce qu'on doit véhiculer aux patients et aux fumeurs, c'est qu'il n'y a pas de consommation en dessous de laquelle il n'y a aucune dangerosité. Fumer une cigarette par jour, on encourt les mêmes risques que si on en fume 30. Et il n'y a pas de bénéfice s'il n'y a pas d'arrêt total du tabac. Alors, le deuxième facteur de risque dont je vais vous parler, c'est l'alcool. On compte 10 à 15% de la population française consommatrice quotidienne d'alcool. Alors là, pour l'alcool, on a un raisonnement un peu différent. On dit qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, mais des consommations à risque plus ou moins élevé. On va différencier le patient dépendant du patient qui va avoir un mésusage d'alcool ou des patients qui peuvent avoir ce qu'on appelle les alcoolisations ponctuelles importantes. C'est le binge drinking, par exemple, où tous les samedis, on va boire de façon importante. C'est une seule fois par semaine, mais c'est des alcoolisations massives. Alors, quand on interroge les patients, c'est important de rechercher les facteurs de dépendance, mais c'est aussi important de voir la façon dont ils consomment. On a des critères qui ont été modifiés là, en 2017 par l'INCa. Donc, en fait, les recommandations d'une consommation à moindre risque, donc ce n'est pas sans risque, c'est à moindre risque, c'est de consommer 10 verres d'alcool standard par semaine. Et ça représente 2 verres par jour, 5 jours de la semaine, en disant qu'on a 2 jours où on ne va pas boire d'alcool. Alors, quand on parle de verre standard, c'est quoi? C'est lorsqu'on va dans un café, un bar, que l'on consomme un verre de vin blanc, une bière ou un verre de whisky, on aura toujours la même quantité d'alcool à l'intérieur, ce qui représente 10 grammes d'alcool pur. Alors, qu'est-ce qu'une addiction? En fait, tout ce qui fait plaisir, on a tendance à le répéter. Et le patient addict, lui, il a complètement perdu la liberté de s'abstenir.
Il y a 5 critères qui sont assez faciles à retenir. C'est la perte de contrôle. J'arrive plus à m'arrêter. 1 verre, 2 verres, 3 verres, je vais consommer jusqu'à m'endormir. Le craving, c'est l'envie irrépressible de consommer. L'usage compulsif, l'usage continu, et malgré les conséquences négatives. C'est des patients où ils vous disent qu'ils ne vont plus au travail, le patron commence à dire que ça ne va plus trop, la vie de famille en prend un coup, on ne s'occupe plus de ses enfants, mais on n'arrive pas du tout à s'arrêter. Donc, moi, le message que j'aurais aimé vous faire passer, c'est que l'addiction, c'est vraiment une maladie à part entière, c'est une maladie chronique. C'est pas une maladie du manque de volonté ou du patient qui n'a pas envie de faire d'efforts, etc. C'est vraiment tout sauf ça. Et notre travail, c'est de pas seulement traiter les symptômes. Ça, je vous l'ai représenté là. Parce que si je traite que les symptômes, ça veut dire que je vais traiter que l'alcool, que la cigarette. Donc, au patient, je dis, c'est simple, hein, n'achetez plus et puis tout ira bien. Ça reviendrait, en résumé, à ce qui est l'arbre. Et dans ces cas-là, j'ai plus de problème. Sauf que si je traite pas les racines, qui sont les facteurs de maintien, donc c'est le stress, la tristesse, ça peut être des événements traumatisants antérieurs, la solitude. On pourrait rajouter l'après-cancer, parce que moi, je vois aussi beaucoup de dames arriver et une fois que le cancer est fini de traiter, elles se retrouvent bien seules et finalement, elles commencent à consommer de l'alcool, notamment. Donc, ce qui est vachement important, c'est de traiter les symptômes, mais aussi de traiter tous les facteurs de maintien. Pour ça, on va aider le patient à changer ses habitudes, changer tous les rituels qui sont associés à ses consommations. Et quand je parle de boîte à outils, c'est en fait permettre au patient de comprendre que quand il va pas bien, il n'y a pas seulement l'alcool qui va lui permettre d'aller mieux, mais qu'il a une boîte à outils dans laquelle il a plein d'autres choses, mais il n'a pas fait l'expérience peut-être de fouiller assez dans la boîte à outils. Il n'a pas assez confiance en lui, et nous, notre travail, c'est de lui permettre de voir que si, il sait faire différemment, et il va savoir gérer ses émotions différemment. Donc c'est vraiment lui permettre de reprendre confiance en lui et de retrouver sa liberté. Alors, comme outil, il y a tous les outils de sensibilisation, qui sont les campagnes d'information. Au mois de novembre, on aura le mois sans tabac. On a les lieux sans tabac, alors comme ici. Mais franchement, moi, je vois plein de gens fumer en arrivant à l'Oncopole le matin, le soir, sur les terrasses. Donc ça, je pense qu'on peut vraiment faire un peu mieux là-dessus. Pour les gens qui n'ont pas accès à des consultations, on a des numéros qui sont gratuits. C'est Tabac Info Service et Drogue Info Service. C'est des permanences qui sont ouvertes tous les jours de la semaine. C'est vraiment une grande aide. Repérage précoce et les interventions brèves. Ça, c'est quelque chose de primordial. Quand on interroge les patients sur leurs antécédents, faut vraiment les interroger sur leur consommation. Et puis, assez vite les orienter, leur proposer une aide au sevrage, une aide spécialisée. Il ne faut pas leur dire monsieur, madame, il faut tout de suite arrêter. Alors, au fond, c'est le but ultime, hein. Mais vraiment leur proposer une aide, un soutien. Et notre travail en addicto, ça va être de proposer une prise en charge, mais globale. Donc, médicale, avec tous les traitements de substitution qu'on a. Notamment pour le tabac, on a des substituts nicotiniques qui fonctionnent très, très bien. Et notre travail, ça va être d'expliquer aux patients comment ça fonctionne, comment ils doivent les mettre, leur préciser aussi que le suivi va être long. On va les suivre minimum 1 an, c'est quand même très bien. La prise en charge psychologique aussi, ça fait partie de notre prise en charge, et sociale. Alors en conclusion, donc le tabac et l'alcool, c'est les premiers facteurs de risque évitable de cancer. Il faut vraiment faire un repérage précoce et systématique, soit de l'usage à risque ou de l'addiction. Que l'addiction, c'est une maladie chronique, c'est autant on va traiter un diabète, une hypertension, on doit aussi traiter l'addiction. Proposer à chaque patient une aide au sevrage. Et vraiment dans la prise en charge, ou peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans le parcours des patients, c'est bien dire aux patients que l'arrêt du tabac et de l'alcool, ça fait vraiment partie du traitement du cancer. C'est moi, l'image que je retiens, c'est vous pouvez avoir réparé votre voiture, elle peut hyper bien rouler, mais si vous gonflez jamais les pneus comme il faut, ça fonctionnera jamais, quoi. Donc, quand leur proposer une chirurgie, de radiothérapie ou autre chose, et leur proposer aussi un soutien en addicto. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Marie, c'était super. J'ai appris énormément de choses. Alors que pourtant, ça fait quelques années que je suis confronté à ces facteurs de risque indirectement. Et donc, c'est des arguments intéressants pour nos futures consultations. Peut-être avons-nous des questions?
dans l'audience. Françoise. J'aimerais connaître la place de la vape, de vapoter dans ces cas-là. Est-ce qu'on leur propose? Est-ce que c'est un substitut dont on parle? Nicotine, etc. Parce que j'en entends pas trop parler, en fait, autour de moi, par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Et je n'en ai pas parlé là, parce que j'ai pas abordé les moyens de substitution. Mais alors, moi, c'est pas un truc que je vais proposer en première intention, parce qu'on retombe dans un système de dépendance. Et il faut que la batterie soit chargée, il faut que j'ai du produit, il faut que j'ai toujours ce qu'il faut pour que la vape fonctionne. Mais chez certains patients, ça fonctionne bien, en fait. Donc je dis pas non, mais je dis pas que ça, parce qu'en fait, la vape, ça fonctionne comme une cigarette, ça va être un effet shoot. Donc à chaque fois que vous l'utilisez, vous avez un shoot de nicotine. Pour ceux qui choisissent de mettre de la nicotine dans le liquide, hein. Mais on va repartir sur le même schéma. Et c'est des gens qui peuvent l'utiliser finalement toute la journée, et après c'est compliqué de s'en séparer. À long terme, clairement, on ne sait pas ce que ça donne. C'est moins pire qu'une cigarette, mais on ne sait pas ce que ça donne. Il n'y a pas d'études en population réelle de fait encore là-dessus. Mais pour des patients qui sont en grande difficulté ou clairement ça peut les aider, oui, pourquoi pas. Mais pas en première intention. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que le sevrage tabagique, ça diminue considérablement les toxicités à long terme et aussi le risque de récidive. Donc effectivement, il y a un message en prévention primaire, mais aussi en prévention secondaire. Donc à tous les moments, c'est toujours intéressant de s'arrêter, même si on a déjà été malade, pour être sûr de ne pas le redevenir à nouveau. Et après, moi, j'ai une question à te poser au sujet des jeunes gens qui deviennent tabagiques. Et est-ce qu'il y a une tendance à la diminution chez les jeunes de la consommation de cigarettes? Est-ce que ces messages infusent ou... Pas tant que ça. Ouais, chez les jeunes, on voit pas de diminution. Et surtout, là, ce qui s'est passé justement avec les cigarettes électroniques, en fait, ils rentrent dans le tabac comme ça. Parce qu'en fait, ils deviennent dépendants à la nicotine. Donc au début, c'est chouette. J'ai un objet qui peut paraître un peu high-tech, lequel tu as choisi, quelle couleur, quel truc. Le produit qu'on va mettre dedans a un goût. Donc ça aussi, c'est comme un jouet, en fait. Et le problème, c'est qu'on va rajouter de la nicotine dedans, on va voir tous les effets de la nicotine. Ça me booste. Quand le matin, je suis un peu fatiguée, je vais l'utiliser avant d'aller en cours. J'ai un contrôle, je vais l'utiliser. Puis après, ça sera en soirée, je vais l'associer à l'alcool. Et en fait, on rentre comme ça dans la nicotine. Donc, pas forcément dans le tabac après, mais c'est quand même une vraie porte d'entrée après pour fumer des vraies cigarettes. Oui, et de l'addiction ultérieure. Ouais. Oui, j'arrive. Ah, merci. Oui, non, c'est pas une question en fait, c'est juste pour dire que pour les personnels, depuis très peu de temps, il existe une consultation d'addicto au service de santé au travail. C'est Élodie Barrois qui mène ces consultations et elle démarre. Donc, si vous avez des collègues à qui vous souhaitez conseiller une consultation sur place, c'est faisable. Donc, voilà. Ça, c'est très aidant. On a parlé de la toxicité liée au tabagisme sur les traitements et les risques de récidive, mais même pour nous, la cicatrisation est vraiment compliquée. Et on essaie de mettre cet argument dans les objectifs de sevrage pré-thérapeutique. Le problème de l'alcool aussi, c'est que ça complique nos post-opératoires. Ça nous fait des situations de sevrage brutal, compliquées à gérer derrière. Alors, on a le sentiment, enfin, on est heureux de te compter dans l'équipe depuis quelque temps et de pouvoir te présenter ces patients. Mais ça reste quand même compliqué d'arriver à obtenir un sevrage pré-thérapeutique, préopératoire, et on a le sentiment que l'alcool, c'est très compliqué aussi. Ah ouais, mais en fait, souvent, ils attendent la chirurgie. Et ils se disent, quand je serai hospitalisée, je ne pourrai pas faire autrement, donc c'est à ce moment-là que je vais arrêter. Après, maintenant, je trouve que vous me les envoyez quand même pas mal de temps avant. Hein. Pour certains, on arrive à avoir un sevrage. Mais... Des délais un peu longs. Non, mais c'est vrai. Je trouve que j'ai l'impression de les voir au moins un mois et demi avant quand même. Et ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer. Ouais. C'est vrai qu'on en voit moins arriver sous, parce qu'il faut le dire, on a certains patients qui arrivent ivres la veille de leur chirurgie, justement, c'est l'occasion, voilà. En même temps, ça s'arrose. Et après, ils savent qu'ils vont être sevrés de fait, ouais, au moins quelques jours, avant de peut-être partir de plus belle. C'est ça. Ouais. Oui. Ça marche bien. On enchaîne? Pas d'autres questions? Alors,
c'est le moment. C'est le moment de passer à la campagne. Parler du film, du spot. Je vous laisse le soin de diminuer un petit peu l'intensité lumineuse et puis on va projeter le spot. C'est l'histoire du plus vieux lion du zoo de Marseille. Oui, bon, bah, évidemment, il est vieux, tu vois. Mais bon, quand même, c'est un lion qui a un peu d'allure, tu vois. Tu vois la crinière, là? Allez. Et alors? Et là, il prend sa retraite en Afrique, tu vois. Et là, il se promène. Et il tombe sur un zèbre. Oh! Pyjama! Oh! Pyjama, qui c'est le roi des animaux? Le zèbre. Oui. C'est toi le lion? C'est toi? Eh bien sûr que c'est moi. Et là, il voit une porte qui pique. Oh! Payasso! Oh! Payasso! Qui c'est le roi des animaux, hein? Qui c'est? Ah, c'est toi le lion, c'est toi. Ah, bien sûr que c'est moi. Punaise! Et là, pop, et là. J'en profite aussi pour remercier beaucoup de membres du comité ORL et de l'équipe de communication. Casting de qualité. Donné de leur personne, malgré la chaleur. Très beau monde dans ce spot. Peut-être Sébastien, tu vas pouvoir nous compléter ce spot et puis ces spécificités de ces premiers symptômes qui doivent nous alerter. Alors, un mot d'abord sur le choix du spot avec l'expérience de notre cellule de com et le succès de la série Le chemin d'Émilie. Avec le comité, on s'est orienté vers Fleur et son équipe pour expliquer qu'on voulait faire connaître cette campagne de sensibilisation, faire connaître ces maladies, les signes qui alertent, avec un nouveau canal de communication, quelque chose adapté à notre façon de communiquer en 2023, aux réseaux sociaux, etc. Et voilà comment est né le projet, s'orienter sur les symptômes. On a évité d'aborder les facteurs de risque parce que le schéma était trop court pour ça et on voulait quelque chose qui soit percutant mais pas trop flippant quand même. J'ai l'impression que ça a un peu glacé quand même l'audience, mais on veut alerter aussi et on enchaîne justement avec quelques minutes sur ces signes qui sont cités dans le spot, qui doivent alerter tout le monde, un potentiel patient, un potentiel accompagnant de patient, un soignant qui rencontre quelqu'un qui présente ces signes-là. Alors pour commencer, on va quand même faire un brin d'anatomie, très brièvement. Vous reconnaissez une tête et un cou, en coupe sagittale, avec ici donc la cavité buccale, le nez, le cou. Et on peut considérer que ce dont on vient de parler, l'alcool, le tabac, ça donne surtout au niveau ORL des cancers de la bouche et de la gorge, entre les pointillés. En ORL, il y a aussi d'autres localisations qui peuvent donner des cancers. On ne les aborde pas trop en ce moment parce que ce sont des cancers très rares, les cancers du nez, des sinus, les cancers du cavum, les cancers des glandes salivaires. Ce qu'on vient d'expliquer donc sur les facteurs de risque, ici vous avez l'amygdale et la base de langue, c'est là que vient se loger principalement les cancers liés à l'HPV, et des lèvres jusqu'à ici, les cordes vocales et le larynx, l'ensemble du pharynx, c'est-à-dire oropharynx et hypopharynx, cette région autour du larynx. Ces sites-là sont donc exposés à l'alcool, au tabac et aux deux. Et c'est là que peuvent survenir des tumeurs. Et le fait d'avoir ces facteurs de risque qui imprègnent toutes ces muqueuses, et je ne cite pas l'œsophage, les poumons, la vessie, qui sont aussi concernés par l'alcool et le tabac respectivement, eh bien, on peut avoir des lésions qui se développent à plusieurs endroits et qui peuvent donner donc chez des patients des tumeurs en même temps. On parle de tumeurs synchrones. On peut aussi avoir des tumeurs métachrones, c'est-à-dire on peut guérir quelqu'un d'un cancer de l'amygdale et s'il continue à boire, à fumer, et s'il a beaucoup consommé, il peut faire quelque temps plus tard un cancer du larynx. Alors un mot sur ces signes. Alors
la présence d'une anomalie, d'une lésion, d'un aft, d'une ulcération, on peut appeler ça comme on souhaite, dans la cavité buccale, puisque en tant que patient, potentiel patient, il n'y a que cette région-là de l'anatomie ORL auquel on a accès soi-même face à la glace. Mais le fait d'avoir un aft, on va appeler ça comme ça, une lésion blanche, rouge, ulcérée au niveau de la langue, au niveau de la lèvre, au niveau de la joue, c'est normal d'avoir ça de temps en temps. Ce qui n'est pas normal, c'est de l'avoir plus de 3 semaines. Le fait de l'avoir plus de 3 semaines doit conduire à aller voir un médecin, mais ce n'est pas parce qu'on a cette lésion depuis plus de 3 semaines que c'est forcément un cancer. Vous serez rassuré lorsque cette consultation aura lieu dans une immense majorité des cas, mais si cette lésion n'est pas si rassurante, eh bien à ce moment-là, sera déclenchée une consultation avec un ORL pour approfondir les investigations. Un autre motif de consultation, on va par exemple prendre la dysphagie, la douleur. La dysphagie, c'est la gêne à la déglutition. Dans le spot, on voit le comédien qui avale avec difficulté, qui a mal en avalant. La douleur n'est pas systématique. On peut très bien avoir une douleur située dans la bouche, située dans la gorge, à la déglutition. Ces symptômes-là sont tout à fait aspécifiques et on a tous connu ça. On connaît ça régulièrement l'hiver quand on a des viroses, des infections. Le fait que ça traîne un petit peu et le cut-off, le seuil, c'est 3 semaines. Au-delà de 3 semaines, ça justifie une consultation médicale pour qu'on puisse s'assurer que ce n'est pas lié à un syndrome obstructif, à une tumeur qui serait placée quelque part dans la bouche, l'oropharynx ou l'hypopharynx. Alors le médecin généraliste, il pourra voir la bouche. Il ne pourra pas aller au-delà. C'est pour ça que rapidement, il va confier le patient à un confrère ORL et nous, on va passer une fibre ici dans la fosse nasale et aller pouvoir examiner en consultation avec cette fibre optique le reste de l'examen des voies aérodigestives supérieures du pharynx et du larynx. Alors, un symptôme qui est fréquent et qui est souvent un mode de pénétration, enfin un mode de révélation de la pathologie cancéreuse ORL, c'est le ganglion. Les cancers de la bouche et de la gorge donnent facilement des ganglions. On a pas mal de patients qui, en fait, constatent l'existence d'une boule dans le cou en se rasant, en se voyant dans la glace, ou parce que d'autres disent « t'as un truc là, t'as vu, t'as une boule là ». Eh bien, ça va générer la consultation médicale et c'est de là qu'on va constater à l'examen ORL finalement qu'il y a une petite lésion qui n'était pas parlante, qui n'avait pas elle-même provoqué ni dysphagie, n'était pas visible. Et donc, on estime que c'est à peu près un quart des patients qui vont avoir une révélation de leur cancer grâce au ganglion. Un mot sur les cancers HPV induits, on en a parlé tout à l'heure. Ceux-ci sont particulièrement lymphophiles. Et ils vont donner des ganglions qui sont souvent très volumineux, très kystiques, enfin très nécrotiques, très vite visibles, très vite palpables. Et donc ces cancers-là, alors que là, cette région, l'amygdale, est comme la base de langue d'ailleurs, le relief muqueux est mamelonné, c'est pas lisse, donc les tumeurs sont parfois difficiles à voir, alors que c'est souvent grâce aux ganglions qu'on va diagnostiquer ces cancers ORL, oropharyngés HPV induits. Alors, un symptôme bizarre, c'est la douleur à l'oreille. Otalgie, ça veut dire douleur à l'oreille. Il faut comprendre, peut-être parmi vous, certains ont déjà eu une avulsion des dents de sagesse ou une amygdalectomie ou un phlegmon autour de l'amygdale. Ces régions-là ont une innervation qui explique que quand on a une douleur dans cette région-là, parfois, il s'y associe une douleur projetée à l'oreille. On parle d'otalgie réflexe. Il y a même des fois des situations où la maladie, l'inflammation, l'infection ou la tumeur située au niveau de l'oropharynx ou ici au niveau de l'hypopharynx, on peut avoir des fois inflammation ou infection ou tumeur là et seulement une douleur à l'oreille, sans avoir la douleur dans la gorge. Ça s'explique donc par cette anatomie et des filets nerveux qui projettent la douleur dans l'oreille, mais en réalité, c'est un mode de révélation qui est assez fréquent. Quand un ORL, quand un médecin traitant constate un patient qui a une otalgie depuis plus de 3 semaines et que l'autoscopie est normale, il faut aller examiner la gorge et c'est là qu'on va trouver le problème. Pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré un monsieur très sympathique qui m'a expliqué qu'il avait fait une otite tout seul en mars et qu'il s'était traité tout seul, qu'après est apparue une angine, dans le désordre, pardon, c'était l'angine en mars, otite à partir d'avril, otite en mai, et il a vu l'ORL en juillet, et effectivement, c'était une lésion de la base de langue et de l'amygdale qui était responsable de ces douleurs cumulées. Donc typiquement, ce qu'on explique ici. Alors, l'enrouement, ça peut s'expliquer surtout par les pathologies qui sont situées au niveau du larynx, au niveau des cordes vocales. Alors, quand la lésion est sur la corde vocale, très vite, ça va avoir un impact sur la qualité de la voix. Si par contre la lésion est un peu au-dessus ou un peu en dessous, finalement, ça ne va pas impacter la voix tant que ça n'aura pas pris un certain volume ou que le volume de cette lésion n'aura pas paralysé la moitié du larynx concerné. Donc, ce peut être très précoce, l'enrouement pour des lésions toutes petites sur la corde vocale de quelques millimètres. En revanche, si la lésion est un peu au-dessus, ça peut apparaître très tardivement, ce symptôme.
Enfin, on va parler 2 minutes des symptômes au niveau des cancers du nez et des sinus. Étonnamment, quand on a un patient qui se met à cracher du sang, finalement, ce n'est pas un symptôme fréquent. C'est rare qu'on voit des patients dont le mode de révélation est le saignement extériorisé par la bouche. Mais quand ça arrive, généralement, un patient qui crache du sang va très vite aller consulter. C'est très, on va dire, c'est assez stressant, c'est assez anxiogène. Et étonnamment, la même chose par le nez l'est beaucoup moins. Le fait de saigner du nez est quelque chose qui impressionne moins les patients, impressionne moins les soignants, et le nez bouché de la même façon. Alors, à la décharge des patients, à la décharge des médecins, les cancers du nez et des sinus, donc eux ne sont pas liés ni à l'alcool ni au tabac, mais ils sont extrêmement rares. À côté de ça, les pathologies inflammatoires, les pathologies infectieuses du nez et des sinus sont extrêmement fréquentes. Néanmoins, à chaque fois qu'on rencontre un patient qui a un cancer du nez ou des sinus, il nous raconte à chaque fois qu'il a le nez qui s'est bouché depuis des mois, voire des années, et que ça saigne qu'il saigne du nez depuis des mois, voire des années. Et pour autant, ça n'a stressé personne, ni le patient, ni ses médecins. Donc, on profite de cette campagne de sensibilisation pour aussi alerter là-dessus. Une narine qui se bouge pendant des mois chez quelqu'un qui n'avait pas de passé rhino-sinusien, qui n'a pas de pathologie connue rhino-sinusienne, c'est pas normal. Et la même chose pour un saignement de nez qui devrait normalement déclencher une prise en charge derrière. Alors, tout ceci, ce sont les symptômes que le patient peut raconter. Comme on l'a expliqué, on ne veut pas créer un mouvement de panique, on ne veut pas rendre tout le monde en stress. Ces signes-là, si un seul de ces signes dure plus de 3 semaines, il faut consulter. La majorité des patients qui iront à cette consultation seront rassurés. Mais le petit pourcentage de patients qui ne sera pas rassuré et qui sera confié à un ORL derrière aura vraisemblablement la chance de se voir détecter une maladie de petit stade pour laquelle on va viser la guérison, pour laquelle on a de grandes chances donc de survie et un minimum de risque de séquelles. Une maladie qui est placée là, dans la bouche, dans le pharynx, dans le larynx, ça aura forcément un impact sur la parole, sur la déglutition. Et donc, le traitement, plus la maladie est petite, que ce soit une chirurgie qui soit décidée, que ce soit une radiothérapie, eh bien la toxicité de la prise en charge de ce cancer sera moins importante. Donc, on a vu sur le premier volet comment on voulait prévenir ces cancers, éviter donc la vaccination HPV, l'alcool, le tabac qu'on souhaite contrôler, et puis ensuite, la deuxième partie, c'est maintenant comment faire pour les détecter le plus tôt possible. Malheureusement, encore maintenant, on détecte des patients avec des maladies trop avancées, ce qui fait que le taux de guérison est, on l'a bien vu tout à l'heure sur la présentation d'Anouchka, aléatoire quand on dépasse les maladies avec extension ganglionnaire, les maladies T3, T4, et on atteint péniblement les 50% de survie. Donc, il est important que ces messages-là passent pour que et les soignants et les patients potentiels et les accompagnants potentiels puissent détecter les maladies le plus tôt possible afin qu'on les guérisse. Je suis à votre disposition si vous avez quelques questions sur ces signes qui doivent alerter. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Vergès? Est-ce que tu as l'impression que le nombre de nos patients augmente? Alors, il y a un biais. Oui, moi j'ai l'impression que le nombre de nos patients augmente, mais quelque part, c'est un peu aussi le fruit de... Je dirais, c'est ça s'explique, je pense, par la qualité des soins qui sont prodigués ici par tous les gens qui prennent part au parcours du patient et qui va être expliqué par le docteur Vérel dans 2 minutes. On recrute des patients qui viennent de plus en plus loin. Donc, pour moi, il y a le succès de l'équipe, le succès du comité ORL au sens large, de tous les gens impliqués dans le parcours du patient ORL ici, qui explique le fait qu'on nous adresse de plus en plus de patients et des patients de plus en plus complexes. Donc oui, je pense qu'on en voit de plus en plus, c'est mon sentiment, et les chiffres vont dans ce sens aussi. On les a vus tout à l'heure avec Fleur, et entre 2020 et 2022, il y a une croissance qui est nette. Alors on va proposer au docteur Benjamin Vérel de nous rejoindre. Donc, bonsoir à tous, Benjamin Vérel. Donc, moi, je suis ORL, chirurgien, et je partage mon temps entre l'Oncopole et le CHU à l'arrêt pour des activités un petit peu complémentaires. Donc, moi, on m'a demandé, de point de vue pratique, de vous traiter le parcours du patient en ORL à l'Oncopole. Donc, on l'a vu, hein, c'est des patients qui présentent des symptômes qu'on a pu détailler juste avant. Et donc, de
deux façons. Soit c'est des patients qui ont des symptômes, soit ils sont déjà adressés avec un diagnostic de cancer par des ORL libéraux de l'extérieur. Et en fait, on les adresse soit pour finaliser le diagnostic, soit pour faire un bilan. Donc cette première consultation, elle est extrêmement importante. On a dit, on reprend l'ensemble des facteurs de risque déjà énoncés précédemment. On fait un examen clinique qui est extrêmement complet avec, pour chercher et s'intéresser aux symptômes, au cancer, et puis éventuellement, on l'a dit, chercher une deuxième localisation, une troisième localisation qui peut déjà être accessible en fait en consultation, et notamment on est aidé par la nasofibroscopie, donc c'est pas pire qu'un test Covid, même c'est un petit peu mieux, et ça nous permet en fait d'aller voir les cordes vocales et l'ensemble de l'arrière-gorge, pour parler de façon un petit peu plus simple. Une fois que cette première consultation est faite, alors on a récemment une forte suspicion de la présence d'un cancer au niveau de la sphère ORL. Et ensuite, le patient va devoir faire un bilan très complet où on s'intéresse à la tumeur, donc de la bouche, de la gorge, de l'arrière-gorge, on s'intéresse aux ganglions. Mais tout ça, il va falloir bien le préciser parce que faire l'état des lieux dès le début, ça nous permet en fait de préciser, de personnaliser au mieux le traitement à proposer aux patients. Donc, nous, on a accès à la bouche, à la gorge, à l'arrière-gorge, cliniquement, mais on va s'aider, bien entendu, de l'ensemble de l'équipe d'imagerie, que ce soit en scanner, en IRM, ou grâce à l'aide de la médecine nucléaire avec les TEP scanners. Ça, c'est donc c'est toute la partie imagerie. Un point extrêmement important en ORL, c'est de confirmer le diagnostic. La confirmation du diagnostic, elle passe par le fait de faire un prélèvement. On prend un petit bout de la tumeur. Alors, c'est parfois possible en consultation, mais c'est douloureux. Et donc, très facilement, en fait, on va proposer la panendoscopie. La panendoscopie, qu'est-ce que c'est? C'est un examen endoscopique où on regarde encore une fois la muqueuse de la bouche, de la gorge et de l'arrière-gorge de façon très exhaustive, mais ça sous anesthésie générale. Donc on a bien entendu une consultation d'anesthésie avant. On anticipe aussi une consultation avec les dentistes parce qu'on a parlé de radiothérapie, peut-être qu'Anouchka nous en dira un mot tout à l'heure. L'importance d'avoir une cavité buccale dans le meilleur état possible, et parfois nos patients ont délaissé ce point-là de leur hygiène, et donc on peut être amené pendant cet examen endormi sous anesthésie générale à réaliser des avulsions dentaires, ce qui va permettre de limiter d'autres difficultés un petit peu plus tard dans le parcours. Donc on a cette biopsie, ce petit prélèvement, et qui confirme grâce au laboratoire d'anatomopathologie le diagnostic définitif. Et puis on anticipe beaucoup de choses, ou on essaye d'anticiper beaucoup de choses. Chez nos patients âgés, c'est pas les récuser à cause de l'âge sur des prises en charge ambitieuses, mais c'est donc être aidé avec les oncogériatres pour se dire ces patients, ils sont carrossables pour avoir un traitement ambitieux ou pas. Surtout, il faut éviter pour ne pas déstabiliser une situation déjà fragile. On a ces consultations de fragilité qu'on a la chance d'avoir en lien avec l'équipe d'oncoréhabilitation et des équipes d'infirmières qui dès le début du parcours patient, vont pouvoir dépister des fragilités, faire un état des lieux très précis. En fait, c'est anticiper les difficultés pour la suite du parcours. Et puis, on a bien entendu la chance maintenant d'être doté d'une addictologue. Et donc, on a vu toute l'importance de ce sevrage, que ce soit vis-à-vis du tabac ou de l'alcool, le plus tôt possible. Et si ce n'est pas possible avant la proposition de traitement, en tout cas, le suivi et l'acquisition du sevrage éventuellement un petit peu plus tard dans le parcours patient. Donc, tout ça, ça fait, après cette consultation première fois, le patient, il ressort avec toute une liste de rendez-vous. Donc, on s'appuie bien entendu sur l'équipe de secrétariat et du comité d'ORL pour limiter au maximum les délais. Vous voyez, essayer de faciliter au mieux et de limiter le nombre de venues. Mais il y a quand même 5 ou 6 intervenants différents dès le bilan. Une fois qu'on a fait ce bilan, nos
patient le voit pas, mais c'est le point d'orgue de ce parcours patient. En fait, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous reconnaîtrez peut-être Jérôme Sarini camouflé là. Cette réunion, c'est vraiment extrêmement important. Ça nous permet de discuter de l'ensemble des dossiers des patients. Donc avoir un dossier extrêmement complet, et puis faut venir le vendredi après-midi ou en début de soirée, hein, nous c'est 15h, 19h, les RCP, ou un petit peu plus tard même, et ça discute énormément. On a, je crois, beaucoup de chance, parce qu'il y a souvent plusieurs chirurgiens qui discutent des dossiers, mais surtout plusieurs oncologues, plusieurs radiothérapeutes, l'équipe d'imagerie, que ça soit en radiologie ou en médecine nucléaire. Donc ça fait des discussions extrêmement riches, et sans doute pour proposer les meilleurs traitements, ou le traitement le plus adapté à nos patients. Donc même si le patient ne le voit pas, tous les dossiers sont réfléchis et âprement discutés. Ensuite vient la consultation d'annonce. Donc une fois qu'on a fait tout ce bilan, une fois qu'on a fait la biopsie, qu'on a discuté de la réunion de concertation, c'est l'annonce diagnostique chez les patients qui n'avaient pas encore eu de diagnostic du cancer. Et donc là, en fait, c'est une consultation extrêmement importante. Chacun y met sa sensibilité au mieux pour expliquer les choses et essayer d'informer au mieux les patients. On fait toute la synthèse, on revient sur les termes et sur le diagnostic de cancer qui est clairement énoncé. On ne s'arrête pas au fait d'énoncer le diagnostic de cancer, c'est ensuite pouvoir proposer le ou les meilleurs traitements ou les meilleures propositions de traitement. D'où l'importance de cette réunion de concertation pluridisciplinaire qui a eu lieu juste avant pour être sûr de proposer aux patients le traitement le plus adapté. Une fois qu'on a fait cette consultation d'annonce, le diagnostic est fait, le diagnostic est posé, et donc c'est la partie thérapeutique, et donc on insiste énormément sur ça lors de la consultation d'annonce. Cette consultation d'annonce, elle est médicale, mais il y a beaucoup d'informations généralement, et ces informations elles vont être reprises, encore une fois on a beaucoup de chance ici, par une consultation paramédicale, que ce soit par une infirmière ou nous en ORL on a la chance d'avoir les orthophonistes qui vont de nouveau signifier aux patients, peut-être avec des mots un petit peu différents, le diagnostic qu'on a fait, mais surtout pouvoir les projeter dans le traitement, que ça soit un petit peu plus pratique. Donc les traitements, pour notre part, il y a trois grosses parties. C'est soit une prise en charge chirurgicale, soit une prise en charge par radiothérapie ou chimiothérapie. Donc l'idée, c'est d'essayer de proposer au mieux un seul traitement, un traitement qu'on dit monomodal. Ça, c'est généralement possible pour des lésions qui sont relativement petites, des cancers qui sont peu avancés. En revanche, dès qu'on a des lésions qui sont plus évoluées, qui sont un petit peu plus grosses, on peut avoir la nécessaire association de plusieurs traitements. Ça peut être une chimiothérapie d'induction. On commence par de la chimiothérapie pour essayer de limiter au mieux le volume de la tumeur, du cancer, pour ensuite proposer éventuellement une radiothérapie, plus ou moins associée à la chimiothérapie. Parfois, on est obligé de réaliser des chirurgies qui peuvent être parfois assez longues en ORL, qui sont dites délabrantes. En tout cas, elles sont aussi agressives que l'agressivité du cancer. Et cette chirurgie, seule, elle n'est pas suffisante, et il y a la nécessité, après une intervention chirurgicale, de devoir proposer aux patients un traitement complémentaire, qui peut être donc la radiothérapie, plus ou moins associée à la chimiothérapie. Mais dans ces traitements, et ça apparaît pas sur les petites icônes, c'est, on vient de le dire, pouvoir proposer dans le même temps et essayer d'avoir le sevrage des intoxications, que ce soit avec l'alcool ou le tabac. Parce que pour la suite, ça va faciliter les suites, on l'a dit, pour la cicatrisation, pour la chirurgie, ça va limiter les effets secondaires déjà présents avec la radiothérapie, et puis ça va limiter le risque de faire de nouvelles localisations, de nouveaux cancers par la suite. Et une fois qu'on a fait donc ces traitements, encore une fois, qui peuvent associer chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, généralement, on revoit nos patients 3 mois après la fin de cette séquence thérapeutique. Et cette consultation elle est extrêmement importante, généralement avec des patients qui sont assez stressés, pour savoir si tout va bien et si tout va continuer à aller bien. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et c'est aussi le moment donc, où on s'assure
que le cancer n'est pas guéri, mais en rémission, hein, qu'il a disparu. Et ça va nous permettre aussi éventuellement de commencer à prendre ou de continuer à prendre des complications ou des difficultés qui sont liées au traitement auquel on a exposé nos patients. Donc, cette surveillance, nous, de la même façon, on a beaucoup de chance à l'Oncopole parce que souvent, il y a et de la chirurgie et de la radiothérapie. Et la consultation de surveillance, que ce soit avec l'ORL ou le radiothérapeute, c'est la même, avec aussi le recours à la nasofibroscopie. Donc, c'est généralement un haut niveau de soins qui leur est offert. Alors ça, c'est à l'Oncopole, mais on travaille bien entendu avec nos collègues libéraux, les ORL libéraux, ou les radiothérapeutes dans les centres adjacents pour pouvoir suivre de façon alternée nos patients. Et donc, cette surveillance, elle va se poursuivre. Elle est tout d'abord assez fréquente, tous les 3 mois au début, et ensuite, plus le temps passe, plus le risque de récidive diminue, et petit à petit, cette surveillance s'estompe. Voilà, c'était pour vous, assez rapidement, vous montrer le parcours de nos patients, et éventuellement pouvoir répondre à des questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Vérel? Oui. Moi, j'ai une question. Enfin, je peux dire bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'aimerais savoir par rapport aux récidives, enfin aux rechutes et aux résistances au traitement, vous n'en parlez pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans ces cancers? Et l'immunothérapie aussi, est-ce que finalement, c'est quelque chose que vous faites ici? Alors, l'immunothérapie, oui, bien sûr qu'on en fait à l'Oncopole. Effectivement, c'était difficile de traiter l'ensemble de la prise en charge des récidives, des traitements un petit peu novateurs ou récents dans une présentation. Le taux de récidive, et c'est bien pour ça qu'on suit nos patients, on leur dit oui, il y a le traitement, mais il y a toute la suite pour s'assurer que ça continue de bien aller. Et encore une fois, l'idée, quand on a des symptômes, c'est de prendre en charge les gens assez tôt, de façon précoce. La récidive, on a aussi l'impression que c'est intéressant de la prendre de façon la plus précoce possible et de pouvoir un petit peu rectifier le tir. Ensuite, l'immunothérapie, ça c'est pareil, c'est une discussion qui se fait en RCP, qui se fait pas chacun dans son coin, et avec des discussions qui là sont de spécialistes avec l'équipe d'oncologie. Juste peut-être pour compléter la diapo et le propos de Benjamin, effectivement, on a aussi la chance de pouvoir proposer de nombreux essais cliniques aux patients, avec peut-être, vous avez pu le lire, la possibilité de participer à un programme de vaccination. Donc ça, c'est vraiment très, très... très en amont de la maladie, où en fait on utilise la maladie du patient pour essayer de fabriquer et de repérer des cellules immunitaires qui sont propres au patient et qui sont spécifiques à sa tumeur, et essayer de les lui réadministrer par la suite. Donc ça, c'est un programme de recherche qu'on développe ici, et dans lequel l'équipe d'oncologie médicale et sous la supervision de Jean-Pierre Delors est extrêmement investie. Et après, on a aussi énormément d'essais cliniques, alors aussi donc des associations de molécules, que ce soit avec la chirurgie, avant la chirurgie, ou avec la radiothérapie, en situation de patients qui ne seraient pas opérés ou en situation post-opératoire. Et puis, on a aussi tout un pan de recherche sur les biomatériaux, dans lequel l'équipe de chirurgie est extrêmement investie, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, donc l'ORL est une zone anatomique noble, et donc les chirurgies qu'on est amené à faire dans ces zones anatomiques sont pourvoyeuses de toxicités qui sont importantes pour les patients et assez invalidantes. Et donc, justement, l'expertise de l'équipe chirurgicale, et qu'il faut absolument louer et souligner une fois de plus, et de justement proposer des reconstructions extrêmement ambitieuses, y compris chez des patients qui sont porteurs de lourdes comorbidités, et nos chirurgiens n'hésitent pas à se lancer dans des blocs qui durent des heures, et justement leur proposer des reconstructions
donc très ambitieuse, et y compris d'utiliser des biomatériaux. Donc ça, c'est plutôt des recherches qui sont en cours. Peut-être Benjamin, tu veux nous en dire un petit mot? Alors, ça, c'est la partie du professeur Agnès Dupré-Bory qui est pas là aujourd'hui, avec plusieurs travaux de recherche. Les plus récents, c'est l'utilisation de biomatériaux dans la reconstruction nasale, avec, vous l'avez peut-être vu, la mise en nourrice de ce biomatériel sous la peau du bras, et puis dans un deuxième temps, greffer ce nez en quelque sorte au niveau du visage. Et ensuite, il y a différents travaux pour notamment la prise en charge de nécrose osseuse, d'ostéo-radionécrose, et le fait de pouvoir utiliser certains vecteurs ou certains biomatériaux directement au niveau de l'os pathologique ou malade pour améliorer la cicatrisation. Enfin, il y a plein de... Encore une fois, c'est un petit peu moins ma partie, plus celle du professeur Dupré, mais qui est extrêmement floride et performante sur ces projets de recherche innovants. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le docteur Vérel? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non, pas de questions en ligne. Oui, David. Comme tu as dit, Benjamin, bon, déjà, bravo au comité, vous êtes extraordinaire, on le sait tous. Comme tu as dit, Benjamin, ces chirurgies, ces traitements sont particulièrement délabrants. Moi, je suis assez admiratif de ce que vous arrivez à faire en consultation d'annonce. Quelles sont les clés pour annoncer un patient qui sera probablement défiguré à jamais ou qui ne pourra plus jamais parler? Moi, j'ai été extrêmement bien formé par les professeurs Vergès et le docteur Sarini, donc aucun problème pour annoncer un patient qui va être délabré. Non, bien entendu que les termes, ils sont pas en ce sens. L'idée, c'est en revanche, oui, d'insister sur les conséquences de nos chirurgies. Alors, on insiste souvent sur les conséquences fonctionnelles en termes de qualité de la voix, de la façon pour avaler, les troubles de déglutition. Et encore une fois, c'est la sensibilité de chacun, c'est le fait de prendre du temps. Et puis, il y a quand même cette reformulation, où, notamment avec l'équipe paramédicale, qu'elle soit avec les infirmières ou les orthophonistes. Et le fait de, par exemple, les patients qui sont laryngectomisés, à qui on enlève le larynx et qui vont respirer de façon définitive par un trachéostome, un trou à la base du cou, pouvoir dépasser cette représentation et cette modification du schéma corporel avec le fait de savoir qu'est-ce que c'est qu'une canule de trachéotomie, pouvoir la voir avant l'intervention, hein, ce qui est visible, ce qu'on appréhende un petit peu mieux, entraîne un peu moins de stress, et puis pas se focaliser sur la chirurgie, mais sur la vie après la chirurgie, et encore une fois, pouvoir écouter des enregistrements de patients, pouvoir avoir des associations de patients laryngectomisés, ça fait passer peut-être un petit peu le cap, ça facilite pas les choses, mais ça permet d'un peu mieux les accepter. Et avec l'acceptation, les choses sont un petit peu plus simples. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Benjamin. Merci à tous. Merci à ceux qui sont connectés aussi. Et donc, voilà, ce rappel, vous êtes aussi les messagers des membres du comité. Autour de vous, n'hésitez pas à faire passer les messages qu'on a véhiculés ce soir. Merci à Fleur, à l'équipe de la communication, de nous avoir permis d'être là réunis ce soir et d'avoir pu présenter ce film. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et merci encore pour votre participation. Merci aux orateurs.